l'histoire du Rif, cette belle histoire qui est l'histoire de Abdelkrim Khattabi, surnommé Moulay Mohamed, c'est-à-dire Prince Mohamed dans le Rif, une figure que tous les Rifins connaissent, une histoire que tous les Rifins aiment en vérité, mais malheureusement qui est toujours restée, qui est resté caché, qui est resté dissimulé. Et on comprend pourquoi. Cette histoire, il faut la mettre en avant. Il faut la mettre en avant pour comprendre un peu même ce qui se passe aujourd'hui dans le Rif et sur ce peuple rifin. Et c'est ce qui nous permettra de comprendre. C'est nos histoires, c'est notre histoire. C'est toutes les origines des problèmes pour comprendre aujourd'hui même ce qui se passe avec tous les innocents qui sont enfermés dans les prisons. Donc on va voir le film de Abdelkrim Khattabi, La guerre du Rif, et ensuite après ça il y aura un débat où on pourra tous échanger entre nous et avec nos intervenants après le film. Voilà, merci encore à toutes et à tous. Cette histoire commence à l'aube du XXe siècle, du côté de Melilla, enclave espagnole au nord du Maroc. Sur un tout petit territoire peuplé de tribus berbères, à l'Espagne, puis à la France, pendant plusieurs années. Avant d'être exilé à l'île de la Réunion, où il est filmé ici comme un piètre trophée de guerre, en avril 1927. La guerre du Rif a fait des dizaines de milliers de morts, laissé un pays et une population dévastés par les bombardements et les armes chimiques. Abdelkrim s'évadera au cours de son transfert en France, en 1947. Après avoir trouvé refuge au Caire, il y sera enterré en 1963, comme une grande figure du monde arabe, sans avoir jamais pu remettre les pieds dans son pays. Qui était Abdelkrim. Et là, ma mère m'a fait une remarque qui était, c'était un chef moro, comme on dit chez nous, c'est-à-dire un chef rifan marocain, et qui a donné une bonne raclée aux militaires au Maroc. Et elle a ajouté, si Abdelkrim avait vaincu, on n'aurait pas eu Franco. Et puis par la suite, mon directeur de thèse, ici à Paris, à la Sorbonne, le professeur Villa, disait toujours que c'était un raccourci historique. Fantastique. C'est cette phrase de ma mère. Abdelkrim fait partie d'une famille de notables appartenant à la tribu des Bni Ourirel. Après des études de droit à Fès, il se met au service des Espagnols à Melilla, comme professeur, interprète, journaliste, puis juge des affaires musulmanes. Abdelkrim et son père militaient auprès des tribus pour favoriser la présence espagnole. C'est ce qu'il racontera au capitaine Sagne, officier interprète de l'armée française,
qui l'accompagne dans son exil. J'étais à l'origine plein d'enthousiasme et d'espoir, et je m'employais tout comme mon père à faire admettre aux Riffins l'intérêt d'accueillir les Espagnols, afin qu'ils nous apportent le progrès et le développement. Mais l'impatience des sociétés minières allait en décider autrement. Les relevés géologiques, réalisés entre 1905 et 1907, avaient effectivement confirmé la richesse des gisements de fer à proximité de Melilla, aiguisant les appétits pour ce nouvel Eldorado. Malgré l'opposition des tribus qui refusent la construction d'une voie ferrée sur leur territoire, les travaux vont se poursuivre. En juillet 1909, 6 agents des chemins de fer sont tués par les Riffins, donnant le prétexte à une intervention qui va se solder par un cuisant échec au Barranco del Lobo, où les Espagnols sont écrasés en quelques heures. Décidé à conserver sa mainmise sur ce dernier petit bout de colonie, à restaurer le prestige de son armée et à protéger les investissements, l'Espagne va s'engager à partir de 1909 dans une véritable guerre, comparable à n'importe quelle autre guerre. L'injustice de la conscription qui ne touche que les fils du peuple provoque à Barcelone une semaine d'insurrection qui sera férocement réprimée et restera dans la mémoire espagnole la semaine tragique. Malgré la mobilisation de forces de plus en plus importantes, l'Espagne restera à la porte du Rif pendant plusieurs années, traitant les populations avec une violence chaque jour décuplée, en proportion de l'humiliation qu'elle subit face à un pays qu'elle méprise. Le peuple ne voulait pas de guerre, il était très ennemi de la guerre, il était contre la guerre. Seulement, bon, il y avait que l'Espagne, elle voulait aussi avoir un certain prestige international. Par exemple, les chefs du Parti libéral, le comte de Romanones, indépendamment du fait qu'il avait des intérêts aux mines du Rif, et il disait toujours l'Espagne n'a qu'une politique étrangère sur le Maroc. C'est-à-dire ayant perdu ses colonies en Amérique, l'Espagne voulait quand même se réaffirmer au niveau international en tant que puissance. Et la seule manière de s'affirmer, c'était avoir des colonies. Un pays européen qui à l'époque n'avait pas de colonies n'était rien. C'était l'époque des grandes expansions coloniales et impérialistes. La France, qui attendait depuis longtemps de s'emparer de la plus grande partie du Maroc, intervient à Fès en 1911, sous prétexte de sauver le sultan, menacé par une insurrection. Mais c'était sans compter sur l'Allemagne, qui invoque une violation des traités et envoie des forces navales à Agadir, au sud du Maroc. L'Europe est sur le point de s'embraser. Sans la mobilisation des opinions publiques et l'intervention de l'Angleterre, qui menace l'Allemagne de se ranger en cas de conflit aux côtés des Français, la Première Guerre mondiale
aurait sans doute éclaté en 1911. Les Français ont foutu le feu au Maroc par leur politique qui s'appelle l'État marocain à partir du début du XXe siècle. Le paradoxe, c'est qu'on demande à Lyautey d'éteindre un incendie que son pays a allumé au Maroc. Alors que l'Espagne ne parvient pas à dépasser la zone qu'elle occupe déjà, le résident général Lyautey va entreprendre à partir de 1912 l'occupation du Maroc français, qu'on appelle, par un doux euphémisme, la pacification. Monarchiste convaincu, Lyautey est un pur produit de l'armée coloniale. Il a déjà fait ses preuves au Tonkin, à Madagascar et en Algérie. Et par son respect de l'islam, il est apprécié des notables locaux, piliers du régime. C'est un homme qui va vivre en étant très proche des Marocains de l'époque et qui va vouloir sauvegarder ce Maroc. Écarter le chancre de l'Europe, comme il disait. Le chancre de l'Europe. C'est quand même une expression qui est forte. Et quand il parle des colons, il dit qu'ils sont... il parle du muflisme, vous voyez, mufle, il invente ce néologisme, le muflisme des colons qui ne comprennent rien aux indigènes. Quelquefois il dit les Marocains, mais il dit quand même très souvent les indigènes, c'est le langage de l'époque. Enfin, il y a quelquefois... On a quelquefois l'impression qu'il n'est pas loin d'enjamber la barrière coloniale. Il n'enjambe pas complètement. Mais les Marocains s'y sont pas trompés. Il y a eu une sorte de dispute entre Français et Marocains pour se l'annexer après 1918, où il y a un mythe de Lyautey africain qui s'élabore. En ce qui concerne le Rif, il considère que c'est un guêpier dans lequel il refusera longtemps de mettre les pieds, se contentant d'installer des fortins le long du semblant de frontière séparant la partie française de l'espagnole. Le partage du festin colonial, nécessaire aux appétits industriels et financiers européens, impose parfois des sacrifices. Tandis que les hommes s'entretuent sur le terrain, dans la violence inconcevable des armes nouvelles, les mines du Rif continuent de produire et d'alimenter en fer l'Angleterre et l'Allemagne, leurs plus gros clients. Quand il évoque cette période, Abdelkrim raconte qu'elle a été un tournant qui allait décider de son engagement futur aux côtés des Rifains. J'avais fait mon possible pendant des années pour convaincre les Espagnols de changer de conduite à l'égard du Rif. Mais ils passaient leur temps à nous dresser les uns contre les autres. Comme il n'y avait plus rien à attendre d'eux, je me déclarais favorable à l'indépendance du Rif non occupé. On me jeta alors en prison pendant 11 mois. En prétextant de la manière la plus cynique que je complotais avec l'Allemagne. La raison principale pour laquelle il était mis en prison, c'était parce qu'il avait fait des déclarations où il avait déjà parlé d'indépendance. Il avait dit jamais je consentirai, je vais respecter mon pays sous soumis à un pays étranger. Je suppose. Alors ces paroles ont été considérées très intéressantes. Donc il a déjà fait une proclamation manifeste pour l'indépendance. Mais c'était le mot indépendance pour lui, c'était un mot, c'est-à-dire toute sa vie. C'était pour lui le mot fondamental. C'est-à-dire qu'il n'acceptait pas la domination étrangère.
son passage. L'Espagne est aveuglée par ses succès d'opérette, qui rendront plus cruels encore les échecs à venir. La plupart de ces conquêtes qu'on présentait dans la presse comme des grandes conquêtes et des grands triomphes militaires, en fait, c'était obtenu en soudoyant les notables du Kabyle. On pactisait, on parvenait à des accords comme quoi on occupe le territoire en échange en monnayant de l'argent. Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. C'est à cette période que Milan Astrée fonde le Tercio, sur le modèle de la Légion étrangère française, en confiant à Franco le commandement de la première Bandera, composée de 3 compagnies. Mon père venait de mourir, sans doute empoisonné par les Espagnols. Comme les chefs d'Ebni Mouyarel étaient venus, selon la tradition, me présenter leurs condoléances, j'engageais avec eux des pourparlers au sujet des rapports hispano-rifains. Bien qu'ils soient portés à la discorde dans l'état d'insouciance, les rifains ne tardent pas à s'unir quand ils sentent leur liberté menacée. L'élite intertribale déchirait le pays. C'est-à-dire seulement à l'occasion où il y avait un ennemi étranger, il y avait des coalitions tribales. Mais c'était toujours éphémère. Parce que toujours quand ce péril, ce danger passait, ils se séparaient de nouveau. Mais il n'y avait pas une union, ils se combattaient les uns aux autres. Donc ce qu'il a dit, c'est qu'il faut finir avec ces combats, ces luttes antérieures, et il faut penser à l'unité. Pour lui, le mot unité, union, c'était fondamental. Et dans les premiers jours de janvier 1921, Sylvestre s'approche du lieu-dit Annual pour placer les bases de ses futures opérations. L'Espagne, qui ignore combien l'autorité d'Abdelkrim s'est renforcée au fil des mois, prend ses rêves pour des réalités et enregistre ses premières défaites contre des tribus qui se renforcent de jour en jour. Tandis qu'au fil de semaines, toutes les positions autour d'Annual ont cédé les unes après les autres, dans la nuit du 21 juillet 1921, le général Sylvestre envoie plusieurs télégrammes de suite, en réclamant des renforts. Que ce soit tout de suite, autrement plus la peine. À l'aube, le signal de la retraite est donné. 5000 hommes se retirent dans l'affolement, sans aucune organisation prévue pour leur défense, dévalant la montagne sous un soleil de plomb, dans une indescriptible débandade. Le scénario tourne au cauchemar. Mais cet écroulement de position, attention, il n'y a jamais eu une attaque des rifains à Noël. C'était la panique qui a produit la tombée de tous les postes militaires. C'est-à-dire, à un moment donné, la panique, ils ont pensé qu'ils étaient attaqués par les rifains. C'était une fausse alarme. Et on a donné l'ordre d'évacuation de la position. Les troupes ont évacué la position dans des conditions complètement inappropriées, c'est-à-dire c'était le désordre, c'était la débandade, et c'était une débâcle absolument incroyable. Ceux qui n'ont pas été faits prisonniers par Abdelkrim sont massacrés par des tribus incontrôlées. Quand les Espagnols découvrent leur mort, quelques semaines plus tard, dans ce qu'il reste du fort de Monte Aruit, où les rescapés d'Annual en route pour Melilla s'étaient réfugiés, ils sont épouvantés par l'étendue du carnage. 3000 cadavres se décomposent au milieu des champs.
3000 cadavres à ramasser, à identifier. J'ai tout fait pour éviter ce massacre. Dieu m'en est témoin. Il a été perpétré par des rifins qui vivaient en totale anarchie et ne respectaient pas mes ordres. En ce qui concerne la débâcle d'Anoual, elle nous rapportait en plus des prisonniers 150 canons, 10 000 fusils, d'incalculables stocks d'obus et des millions de cartouches, des automobiles, des camions, des médicaments, du matériel de campement. Pour ménager une porte à la négociation et épargner d'autres vies humaines, je faisais en sorte de ne pas occuper Melilla et je libérais les femmes et les enfants. Il sait bien que la guerre, c'est sa fin. Il a profondément le sens que la guerre, c'est sa perte. Non. Il ne peut pas gagner, mais il le sait qu'il ne peut pas gagner. Et il l'a dit, le reste. Dès 1926, il le déclare, et ensuite il le répétera en 1947 quand il s'est battu à la conquête. Mais il a dit, je suis venu trop tôt. C'est pas possible de faire la rupture à cette époque-là. Mais je crois que ça, il le sent profondément. Et il fait la guerre, bien qu'il sache que la guerre, dans la guerre, les puissances dominantes l'emporteront. Tandis qu'Abdelkrim attend l'ouverture de négociations pour établir la paix sur des bases sérieuses, le gouvernement espagnol ne pense qu'à une revanche rapide et à récupérer ses prisonniers par la force. En quelques mois, nous allions démontrer qu'un petit peuple était capable de prendre en main son destin. J'allais jeter les bases d'un État, commencer à moderniser la vie des tribus et les unifier. J'allais créer une justice, une armée, une école. J'allais entreprendre un recensement de la population. J'allais même convaincre les rifins de payer un impôt pour financer nos dépenses. Alors que j'avais toujours dit aux Espagnols que nous leur gardions la porte ouverte et que j'étais prêt à négocier sur un pied d'égalité la libération des prisonniers, le gouvernement mena une campagne violente contre moi, me présentant comme un ennemi de l'humanité. En novembre 1921, alors que la communauté internationale est en train de bannir les armes chimiques, le grand spécialiste allemand atterrit à Madrid pour dresser les plans d'une usine aux environs de la capitale. Pour faciliter la discrétion des échanges, Stolzenberg obtient la nationalité espagnole. Le budget militaire est multiplié par 3, dans le but d'écraser le soulèvement rifin et la lutte d'Abdelkrim, dont la notoriété franchit les frontières du Rif, contribuant à faire de cet homme أزول لكم مرة غيث مسويثما تحية نضالية هتف حكم المدور لأنه بحكم الفيلم هذيك ساعة ونص نقرأكم إلا أنه نشينا قنغذان ونمج العائلة والسيتيم ثير اللي نخرفنا ثير اللي يويو ذاريفي يويو ذا مزيغ أيكم المدور ميغتكم مسا الندوة أو لا كونفيرونس تحية نضالية مرة